Parfois, je me demande encore comment j'ai fait pour survivre jusqu'à mes 30 ans. Il y a quelque temps, ma colocataire a été contactée par un homme riche du coin. Il lui proposait de la payer grassement pour qu'elle devienne sa petite bête de compagnie pendant un mois entier. Au départ, elle pensait qu'il s'agissait d'une façon un peu mignonne de parler d'une relation de type sugar daddy, avec quelques avantages matériels et un peu de compagnie. Mais lorsqu'il a précisé les détails, elle a compris qu'il parlait d'autre chose. L'accord prévoyait qu'elle vivrait chez lui, avec le gîte, le couvert et une allocation très généreuse, à condition de passer une grande partie de ses journées déguisée en chat, à se déplacer à quatre pattes, à manger dans une gamelle, à utiliser une litière et à dormir dans une petite cage chaque nuit. Il n'y avait même pas de dimension sexuelle à tout ça. L'homme voulait simplement partager son quotidien avec un chat humain pendant un mois. Elle a passé tout le week-end à y réfléchir. L'idée l'amusait un peu, la troublait aussi, et elle a fini par imaginer ce que ce serait de vivre ainsi, enfermée dans ce rôle étrange, sans liberté véritable. Le dimanche soir, elle a envoyé un message poli pour refuser. L'homme lui a répondu avec une courtoisie impeccable, comme s'il venait de recevoir un désistement pour un poste tout à fait ordinaire. Après ça, elle a ri, un peu nerveusement, et m'a dit qu'elle n'avait jamais été aussi soulagée de dire non à quelqu'un. J'ai rencontré une femme plus âgée sur Tinder, très gentille et attentionnée. Lors de notre première rencontre, nous avons dîné ensemble puis fini la soirée chez elle. Tout s'était bien passé et le courant était tout de suite passé entre nous. Lors de notre deuxième rendez-vous, elle m'a offert une chemise, une montre et un bracelet. Ensuite, nous avons continué à discuter régulièrement au téléphone. Ce qui me frappait chez elle, c'était son enthousiasme. Quelle que soit l'idée que je lui proposais, elle répondait toujours positivement, avec une grande envie de partager des expériences nouvelles. Au 5e rendez-vous, elle m'a proposé de partir en week-end ensemble. Je n'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là, mais elle s'est occupée de tout, réservation des hôtels, transport, repas. Le séjour s'est très bien passé, jusqu'à ce qu'un soir, elle boive un peu trop et que son comportement change. Sous l'effet de l'alcool, elle a commencé à me poser des questions étranges, comme si elle ne se souvenait plus de mon prénom. Puis elle m'a avoué qu'elle était mariée et qu'elle avait un enfant. En pleurant, elle m'a confié qu'elle était malheureuse, qu'elle subissait les violences de son mari et qu'elle voulait tout quitter pour refaire sa vie avec moi. J'ai essayé de la calmer et de la réconforter, pensant qu'elle allait aller mieux une fois dégrisée. Mais cette soirée a pris une tournure assez déroutante pour moi, et j'ai compris que la situation dépassait ce que je pouvais gérer. Le lendemain matin, j'ai décidé de garder mes distances. C'était une expérience intense, un mélange d'émotions fortes, d'attirance et de malaise, et je savais qu'il valait mieux ne pas aller plus loin. Quand j'avais 19 ans, je livrais parfois de la drogue pour un ami. Parmi mes clients, il y avait un type qui bossait aux eaux de la ville. Un après-midi, après une tournée de livraison, on a décidé de fumer un joint derrière le bâtiment des Manchots, dans un petit coin à l'abri des regards. L'endroit semblait parfait, tranquille, personne ne passait par là. Une fois notre session terminée, on est rentré à l'intérieur pour jeter un œil aux animaux. Les manchots semblaient étrangement agités. Certains tournaient sur eux-mêmes, d'autres restaient immobiles à fixer le vide, et un ou deux glissaient dans l'eau d'une manière presque comique, comme s'ils avaient oublié comment nager. On n'a pas compris tout de suite ce qui se passait, jusqu'à ce que mon ami remarque la grosse grille juste derrière l'endroit où on avait fumé. C'était la prise d'air du système de ventilation de l'enclos. On s'est regardé, incrédule, avant d'éclater de rire. Ce jour-là, sans le vouloir, j'avais enfumé tout un groupe de manchots. Pendant plusieurs minutes, ils ont eu l'air de flotter dans une étrange torpeur. On a filé vite fait avant que quelqu'un ne nous voie, encore mort de rire, mais aussi un peu honteux. Pendant longtemps, à chaque fois que je passais près du zoo, je repensais à ces pauvres manchots planants et je me disais que c'était sans doute le jour où j'avais atteint le sommet de ma bêtise.
J'ai sauvé la vie d'un homme, et je ne l'ai jamais revu. 10 ans plus tard, c'est toujours l'événement le plus fou qui me soit arrivé. Au lycée, je travaillais l'été comme maître-nageur dans un club privé afin de me faire un peu d'argent. C'était un poste tranquille, les membres du club étaient habitués, souvent les mêmes visages, et le plus gros du travail consistait à retenir leur nom et à les saluer poliment. Le genre d'emploi où on passe la journée à dire « Bonjour, Monsieur Gériti », avant d'écouter un petit discours sur la jeunesse d'aujourd'hui. Mais ce week-end du 4 juillet, le club était plein à craquer. Chaque membre pouvait inviter un ami, et parmi les invités, il y avait un homme d'une quarantaine d'années que je n'avais jamais vu. Grand, costaud, plus de 100 kilos, il s'amusait à faire des sauts spectaculaires depuis le plongeoir pour impressionner ses amis. Il faisait des gainés, des sortes de sauts périlleux arrière en avant, juste pour faire de grosses éclaboussures. À un moment, il a pris plus d'élan que d'habitude, a glissé au bout du plongeoir et, déjà penché en arrière pour sa figure, a violemment heurté la planche de la tête avant de tomber dans l'eau. Le bruit du choc a résonné dans tout le bassin. J'étais assis sur ma chaise de surveillance, à environ 2 mètres au-dessus de l'eau, observant la scène. Je priais intérieurement pour ne pas avoir à intervenir, mais je savais que c'était grave. Je n'ai pas vu de sang, ce qui m'a d'abord rassuré, mais j'ai suivi son corps du regard pendant qu'il coulait lentement. J'ai compté dans ma tête, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Toujours aucun mouvement. Merde. J'ai soufflé 3 brefs coups de sifflet, le signal d'urgence pour indiquer qu'il fallait le matériel d'immobilisation cervicale, et j'ai plongé à l'eau avec ma bouée, essayant de pénétrer la surface sans éclabousser. L'entraînement a pris le dessus. J'ai plongé à environ 3 mètres de profondeur pour l'attraper. Il était complètement inconscient. Dans l'eau, son poids paraissait moindre, et j'ai réussi à le ramener à la surface. Je l'ai hissé sur la bouée et nagé jusqu'au bord, où les autres maîtres nageurs avaient déjà descendu la planche de maintien. Nous avons raligné son corps dessus et commencé à l'attacher. Les autres l'ont sorti du bassin pendant que je grimpais sur le bord. Autour de nous, une demi-douzaine de visages figés de stupeur. C'était clair, j'étais celui qui devait agir. J'ai crié à quelqu'un d'appeler une ambulance. Dans ma tête, une décision s'imposait. J'étais convaincu qu'il avait une blessure au cou, et la planche servait justement à maintenir sa tête immobile. Mais il ne respirait pas. Mon cerveau d'adolescent a pris le relais, il fallait tenter de le ranimer, quel qu'en soit le risque. J'ai commencé les compressions thoraciques. Ce qu'on ne dit pas lors des formations, c'est qu'on sent les os craquer sous ses mains. Le bruit et la sensation sont atroces. Après 30 pressions, j'ai donné 2 insufflations. Sa tête était déjà légèrement inclinée, ce qui m'évitait de manipuler son cou. J'ai repris les compressions, et après quelques mouvements, un peu d'eau a coulé de sa bouche. Il a toussé, a repris une faible respiration, et les autres maîtres nageurs ont aussitôt emporté la planche. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas compris sur le moment ce qui venait de se produire. Je me suis allongé sur le béton, le cœur battant à tout rompre, les oreilles sifflantes, incapable de penser. Tout avait duré à peine 6 minutes, mais j'avais l'impression d'avoir vécu une éternité. On m'a ensuite conduit au poste des maîtres nageurs, j'ai séché mes affaires, puis on m'a amené au bâtiment principal du club. Le responsable, le père d'un ami, celui qui m'avait aidé à obtenir le job, m'a fait m'asseoir et m'a fait raconter les faits. J'ai signé quelques papiers, puis on m'a renvoyé chez moi. J'étais complètement vidé, comme si mon corps agissait sans que ma tête ne suive. Il m'a fallu des heures pour comprendre ce que je venais de vivre. Quelques jours plus tard, je suis revenu travailler. Un autre maître nageur m'a appris que l'homme allait bien. Le membre qui l'avait invité est venu me remercier, mais je n'ai jamais revu la victime. C'est resté la chose la plus intense et la plus surréaliste que j'ai jamais vécue. J'ai simplement laissé mes réflexes et mon entraînement parler. Peut-être que je n'ai pas tout fait parfaitement, mais j'ai fait de mon mieux. Et à la fin, cet homme a survécu. J'espère sincèrement qu'il va toujours bien. Quand ma mère était enceinte de moi, elle et mon père ont divorcé. Il a renoncé à tous ses droits parentaux.
Je ne l'ai jamais rencontré, jamais entendu sa voix. Je n'avais que quelques vieilles photos de lui, un visage un peu flou dans un passé que je ne connaissais pas. 2 ans plus tôt, je travaillais dans un établissement de santé où je passais d'un bureau à l'autre selon les besoins. Un matin, en consultant le planning des rendez-vous, j'ai vu son nom. Mon père. Il avait un rendez-vous médical dans le cabinet juste à côté du mien. J'ai d'abord cru à une coïncidence, un homonyme peut-être, mais je sentais au fond de moi que c'était bien lui. Je me suis dit que je ne le verrais sûrement pas, que je passerais ma journée comme d'habitude. Mais à l'heure prévue, la porte s'est ouverte et il est entré droit vers moi. Il a simplement dit qu'il avait rendez-vous avec le docteur X. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait l'entendre. Je savais que c'était lui dès qu'il a franchi le seuil. Je lui ai indiqué calmement que le cabinet du docteur X était juste à côté. Il m'a remercié et est sorti. Je suis resté un moment immobile, les mains tremblantes, avec cette impression étrange d'avoir croisé une silhouette sortie d'un rêve ancien. Un peu plus tard, j'ai dû passer dans le bureau voisin pour déposer des fax. En repartant, il marchait derrière moi. J'ai tenu la porte ouverte. Il m'a souri et m'a dit merci, d'une voix posée, presque douce. Je lui ai rendu son sourire sans rien dire. On m'a servi le déjeuner pendant un vol. Tandis que je mangeais tranquillement, j'ai remarqué que la femme assise à côté de moi ralentissait peu à peu ses mouvements, elle coupait sa nourriture plus lentement, mâchait plus lentement, tout semblait se figer. Puis, d'un coup, elle s'est complètement arrêtée. Elle tenait encore sa fourchette et son couteau, la nourriture à moitié découpée dans son assiette, la tête penchée vers l'avant, immobile. Je l'ai touchée à l'épaule, un peu poussée, lui ai demandé si tout allait bien, mais elle ne réagissait pas. Impossible de dire si elle respirait encore. Était-ce un courant d'air ou le souffle de sa respiration? Je n'en avais aucune idée. Je ne voulais pas provoquer de panique dans l'avion, personne n'a envie d'entendre qu'un passager vient peut-être de mourir à côté de soi. J'ai croisé le regard d'une hôtesse et lui ai discrètement indiqué la femme. Quelques minutes plus tard, 5 membres de l'équipage, dont le copilote, se sont approchés pour former une barrière autour de nos sièges. Comme dans un film, ils ont essayé de la ranimer, l'appelant et la secouant doucement. Et soudain, la femme a levé la tête, les yeux à moitié ouverts, et a simplement dit d'une voix lasse, « J'ai pris des somnifères très forts. » Puis elle s'est rendormie instantanément, dans exactement la même position, les bras repliés comme un tyrannosaure, ses mains serrant toujours les couverts invisibles qu'on venait de lui retirer. Elle est restée ainsi pendant tout le reste du vol, soit 6 à 7 heures, immobile, la tête pendante, un filet de bave sur la table. Tous les passagers qui passaient dans l'allée me jetaient un regard interrogateur, comme si j'étais responsable de cette scène absurde. Ce fut, sans aucun doute, le vol le plus mémorable de ma vie. Il y a longtemps, un politicien connu dans notre région avait essayé de séduire la petite amie de mon frère. Il était marié, la quarantaine passée, et elle n'avait que 21 ans. Il lui avait fait des avances lourdes, presque insistantes, et depuis ce jour-là, mon frère le détestait profondément. Cet homme avait gardé le pouvoir pendant près de 20 ans, respecté par certains, redouté par d'autres, comme si rien ne pouvait le faire tomber. Des années plus tard, un nouveau candidat s'est présenté contre lui. Mon père, sans connaître toute l'histoire, a décidé de s'impliquer à fond dans la campagne. Il croyait simplement que le pays avait besoin de changement. Il passait ses soirées à faire du porte-à-porte, à convaincre les voisins, à distribuer des tracts, à parler du programme comme si l'avenir du monde en dépendait. Le soir de l'élection, on était tous réunis devant la télévision. Les résultats arrivaient lentement, et le suspense devenait insoutenable. Quand le verdict est tombé, le vieux politicien avait perdu de 30 voix seulement. Mon père a levé les bras au ciel, fier, heureux d'avoir participé à ce renversement. Il n'a jamais su que sa victoire personnelle avait une signification bien plus intime pour mon frère. Ce soir-là, mon frère n'a rien dit. Il a juste souri en regardant mon père se réjouir.
Je viens de Belgique et j'ai beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais plus jeune. Plus tard, quand j'étais encore avec mon ex-petite amie, nous avions aussi l'habitude de partir souvent en voyage. Aucun de nous n'était jamais allé aux États-Unis, alors un soir, en discutant avec un couple d'amis et après quelques bières, nous avons commencé à planifier un voyage là-bas. Nous avions aussi un ami commun qui étudiait à Philadelphie pour 1 an, donc c'était l'occasion parfaite pour lui rendre visite. Nous avons d'abord passé quelques jours à New York et à Philadelphie, puis nous avons pris un avion pour Los Angeles. De là, nous avons loué une voiture et commencé un road trip à travers la Californie, le Nevada et l'Utah. Pendant le trajet, nous plaisantions souvent sur les stéréotypes américains ou sur les choses absurdes qu'on avait pu voir ou entendre. Nous nous moquions gentiment de ce qu'il pouvait se passer dans les petits villages isolés. Un soir, après avoir visité le parc national de Sequoia, nous cherchions un endroit où dormir et manger. Il commençait à se faire tard. Nous avons fini par trouver une vieille ferme où l'on pouvait louer des cabanes retapées. La propriétaire, une dame âgée, nous a indiqué le seul endroit du coin où dîner, le Pinehurst Lodge. Ce hameau s'appelait Pinehurst et comptait à peine quelques habitants. Nous nous y sommes rendus et avons dégusté un excellent repas. Après cela, nous avons décidé de boire un verre et de jouer au billard. Pendant que nous jouions, un homme imposant s'est approché de nous. Il portait une chemise en jean décorée d'un aigle et du nom de George W. Bush. Il avait une grosse moustache et un air solide pour son âge. Au début, nous avons cru qu'il allait nous réprimander parce qu'on riait trop fort ou qu'on occupait la table. En réalité, c'était tout le contraire, c'était l'un des hommes les plus sympathiques que j'ai jamais rencontrés. Il nous a demandé si on passait un bon moment et s'il pouvait se joindre à nous. Il nous a fait goûter du moonshine, une sorte d'alcool artisanal, ce qui nous a bien fait rire. Nous lui avons offert quelques bières en retour et la soirée s'est déroulée dans une ambiance joyeuse. Pendant ce temps, le téléphone derrière le comptoir ne cessait de sonner, mais personne n'y prêtait attention. Vers 23h30, la porte du bar s'est soudain ouverte à la volée, une femme est entrée, un pistolet à la main. Elle s'est dirigée droit vers nous, furieuse. J'ai senti la tension monter et je me suis préparé à réagir si nécessaire. Elle s'est arrêtée derrière notre nouvel ami, a saisi une bouteille vide et l'a éclatée sur sa tête avant de se mettre à l'insulter et à le frapper. L'homme, toujours calme, lui a demandé de se détendre, puis s'est tourné vers nous, nous a serré la main, nous a dit que si nous repassions un jour il serait ravi de nous revoir, et il est sorti avec elle. Nous étions complètement abasourdis. La serveuse, derrière le comptoir, nous a alors expliqué que c'était sa femme et qu'elle l'appelait déjà depuis plus de 10 fois pour savoir quand il rentrerait. Nous lui avons répondu que nous allions y aller aussi, puisque la soirée semblait terminée. Elle nous a arrêtés net en disant qu'il valait mieux rester un peu, car dehors la dispute continuait, et que la femme en question semblait furieuse contre nous, pensant que c'était à cause de nous que son mari n'était pas rentré. Elle a ajouté que ce ne serait pas la première fois qu'elle tirerait sur quelqu'un pour cette raison, et qu'il valait mieux attendre qu'il s'éloigne avant de sortir. Nous sommes donc restés une demi-heure de plus, écoutant leurs cris à l'extérieur. Puis on a entendu le bruit d'un moteur et vu un pick-up blanc partir à toute allure. Quelques secondes plus tard, un second pick-up a démarré et s'est lancé à sa poursuite sur la route de montagne sinueuse. La serveuse, impassible, a simplement commenté qu'elle conduisait le bus scolaire de leurs enfants tous les matins. Ce genre de choses n'arriverait jamais chez nous. Mais une chose est sûre, je retournerai au Pinehurst Lodge un jour. Quand je jouais, j'ai rencontré un garçon qui m'a tout de suite plu. Il m'a ajouté en ami et pendant plusieurs semaines on a passé des nuits à jouer ensemble, à discuter sur Discord, à se raconter notre vie et à plaisanter. J'étais à la fac et lui suivait une formation en HVAC. Sa voix me mettait à l'aise et ses messages arrivaient comme des petits clins d'œil qui illuminaient mes soirées. Au fil du temps il m'a demandé d'être sa petite amie. Il vivait sur la côte et moi sur la côte ouest, mais la distance ne semblait pas nous peser. On jouait ensemble, on s'envoyait des photos intimes et tout était doux, presque irréel. Un soir, sans prévenir, il m'a avoué qu'il avait 19 ans. À 18 ans, j'étais majeur aussi, donc légalement tout allait bien.
Si j'avais su dès le début qu'il avait 19 ans, j'aurais peut-être hésité autrement, mais je suis resté. Il m'a parlé de sa maison, d'un foyer brisé où ses parents divorcés avaient l'air à la fois stricts et indifférents. Il disait qu'il voulait fuir, qu'il rêvait de tout recommencer. Ses mots étaient pleins d'urgence et d'espoir. Il m'a proposé de venir vivre avec moi. Il imaginait déjà notre quotidien, nos jeux, notre nouvelle vie sans contrainte. Je l'ai suivi sans trop réfléchir. J'ai pris tout l'argent reçu pour mon anniversaire et j'ai acheté un billet d'avion. Il comptait partir de nuit, un collègue devait l'emmener discrètement à l'aéroport. Nous avions prévu qu'il habiterait dans ma chambre de 15 par 15. Tout s'est déroulé plus vite que prévu. Il est monté dans l'avion en partance de Pennsylvanie pour l'Oregon. Pendant le vol, j'ai reçu un appel d'un officier de police de Pennsylvanie. Il m'a expliqué qu'emmener une personne mineure d'un État à l'autre sans le consentement des parents pouvait constituer un crime. J'ai compris la gravité de la situation et j'ai paniqué. J'ai contacté les autorités locales et j'ai donné toutes les informations dont je disposais. Dès que l'avion a atterri, des policiers l'ont escorté hors de l'appareil. Il a été placé en centre pour mineurs en attendant que ses parents viennent le chercher. Quand j'ai appris qu'il était détenu, j'ai ressenti un mélange d'angoisse et de regret. Je ne voulais pas lui nuire, je voulais l'aider. Avec le recul, j'ai compris que mon impulsion avait créé plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Après cet épisode, j'ai arrêté tout contact. J'ai passé des nuits à repenser à nos conversations, à me demander ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai autrefois travaillé dans un service administratif d'État, et mon travail consistait à ouvrir des lettres toute la journée. Il y avait une équipe entière dédiée à cette tâche, des tonnes de courriers à traiter quotidiennement. Un jour, un individu manifestement déséquilibré a commencé à envoyer des lettres contenant des excréments humains, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Peut-être un acte de protestation ou de vengeance, difficile à dire. Cette étrange série d'envois a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Certains services ont fini par devoir utiliser des gants jetables et des masques par précaution contre ces lettres douteuses. Un jour, ce fut à mon tour d'avoir l'honneur d'en ouvrir une. Mais celle-ci était différente. Parmi la matière immonde contenue dans l'enveloppe, un petit objet a roulé sur la table. Quelque chose de brillant. À l'aide de désinfectants et de quelques mouchoirs, j'ai nettoyé l'objet et découvert une petite pièce d'or, ronde et ancienne. L'expéditeur fou avait glissé une pièce datant probablement du XVIIe ou du XIXe siècle dans son envoi. La pièce était minuscule, à peine 2 grammes, mais bien en or massif. Je doutais fort que l'expéditeur ait envie de la réclamer, car envoyer des excréments humains à une administration constitue un délit. La pièce n'avait pas une grande valeur marchande, mais cette histoire reste sans doute la plus absurde que j'ai vécue dans ma carrière d'employé bureaucratique. Et c'est ainsi que j'ai fini par posséder une pièce d'or trouvée dans une lettre pleine de merde. Quand j'apprenais à piloter dans une école de vol un peu douteuse, j'étais presque à la fin du programme. Ce jour-là, je faisais la vérification avant le décollage à bord d'un petit Cessna. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'une odeur étrange se glisse dans la cabine. « Tu sens ça ? On dirait de l'essence, » ai-je dit à l'instructeur, un jeune type d'à accent grave peine 21 ans. Il a haussé les épaules, distrait, comme si ce n'était rien. Agacé, j'ai ouvert la porte pour vérifier moi-même. C'est là que je l'ai vu, une flaque d'Avgas s'étaler lentement sous l'avion, grossissant à vue d'œil. Mon estomac s'est contracté. L'instructeur a pâli. « Reste dans l'avion, je vais chercher de l'aide. » Il a sauté hors du cockpit et s'est mis à courir vers le hangar. Pendant ce temps, j'ai coupé le moteur sans réfléchir, puis j'ai bondi dehors. À peine avais-je mis les pieds sur le tarmac que j'ai vu le carburant continuer à s'écouler, formant une traînée brillante qui reflétait la lumière du soleil. Le moindre étincelle, et tout aurait pu exploser. Les mécaniciens sont arrivés quelques minutes plus tard, trop calmes à mon goût. Ils ont déplacé l'appareil et nettoyé la piste comme si c'était une simple fuite d'huile. On m'a attribué un autre avion et un autre instructeur,
avec un sourire gêné et quelques excuses rapides. Ils ont prétendu avoir réparé l'avion endommagé, mais un mois plus tard, en lisant les nouvelles locales, j'ai reconnu son immatriculation. Le même Cessna s'était écrasé lors d'un vol d'entraînement, une panne de carburant signalée avant la chute. Une personne n'avait pas survécu. L'école a continué ses activités comme si de rien n'était. Je n'ai plus jamais remis les pieds sur ce terrain d'aviation. Je suis un cycliste passionné, ce qui signifie que, dès que j'en ai l'occasion, je pars de la ville pour aller rouler dans les montagnes voisines afin de me mesurer à quelques montées locales. Ce jour-là, c'était une sortie comme les autres. J'avais gravi puis redescendu une grande montagne et je rentrais vers le centre-ville. J'étais assez fatigué, il me restait encore une quarantaine de kilomètres avant d'arriver chez moi. Soudain, j'ai remarqué que la circulation dans la voie opposée s'était arrêtée sans raison apparente. Ce que j'ai vu ensuite m'a complètement pris au dépourvu, une autruche courait sur ma voie, juste devant moi, en train de poursuivre la voiture devant elle. C'était totalement absurde, car le pays où je vis n'abrite évidemment aucune autruche à l'état sauvage. J'ai commencé à suivre l'animal à distance. Il courait toujours derrière la voiture et j'ai dû prendre une décision, devais-je le dépasser ? Je ne suis pas un spécialiste des autruches, mais je savais qu'elles pouvaient courir très vite et qu'elles pouvaient se montrer agressives envers les humains. Je n'avais aucune envie de finir victime d'une attaque, mais il commençait à faire sombre et je voulais rentrer au plus vite. Après un moment d'hésitation, j'ai pris mon courage à deux mains, accéléré de toutes mes forces et j'ai dépassé l'autruche. Le reste n'a rien eu de remarquable. J'ai réussi à rentrer chez moi sain et sauf. Mais encore aujourd'hui, cette rencontre improbable avec une autruche en pleine sortie à vélo reste l'une des expériences les plus surréalistes de ma vie. Mon père est allé au lycée avec John Lennon. Il avait 2 ans de plus que lui, un garçon tranquille mais passionné de musique. Tout le monde le connaissait pour sa façon de jouer de la batterie. Un jour, Lennon est venu le voir entre 2 cours, un carnet sous le bras et des idées plein la tête. « Et, tu joues toujours de la batterie, non ? Je monte un groupe. On cherche quelqu'un derrière les fûts. » Mon père a souri, flatté. Il a hésité, puis a dit qu'il aimerait bien essayer. Ce soir-là, il en a parlé à ma grand-mère, tout excitée à l'idée de faire de la musique avec John et ses copains. Elle l'a écouté, puis a simplement répondu qu'il valait mieux qu'il se concentre sur ses études. La musique, c'est bien joli, mais ça ne nourrit pas son homme. Il a obéi, la gorge serrée, sans imaginer ce qu'il venait de refuser. Le groupe s'est formé peu après, sous le nom de The Carrymen. Un autre batteur, un certain Colin, a pris la place qu'on lui avait proposée. Plus tard, Pete Best l'a remplacé, puis Ringo Starr, lorsque le groupe a changé de nom et est devenu The Beatles. Parfois, j'aime imaginer un autre monde où mon père aurait dit oui. Peut-être qu'il aurait parcouru le monde, joué devant des foules immenses, composé des morceaux qu'on fredonnerait encore aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait connu cette vie de musique et de lumière qu'il méritait vraiment. Et même si cela signifiait que je ne serais pas né, je crois que j'en serais fier. Parce que quelque part, dans une autre histoire, mon père a fait partie des Beatles. Mon père vivait au Kazakhstan vers 2006. Un soir, alors qu'il était au bar avec un collègue, un grand Russe baraqué est entré. Il a voulu s'asseoir sur un tabouret près de mon père mais, au lieu de prendre un siège libre, il a arraché de force une petite femme de sa chaise en lui ordonnant de dégager. Mon père a voulu intervenir et lui a demandé ce qu'il faisait, ce qui a amené le Russe à le menacer de le tabasser une fois sorti du bar. D'abord pris à la légère, mon père a vite remarqué que des amis du Russe commençaient à se rassembler. Au total, 4 gros hommes se trouvaient à l'intérieur et environ 4 autres attendaient dehors. À ce moment-là, mon père s'est senti inquiet et a appelé le chef de la sécurité de la société pour laquelle il travaillait. Mon père était alors directeur général du Kazakhstan. Le chef de la sécurité lui a demandé d'attendre au bar. Après quelques instants tendus passés à boire avec son collègue,
une trentaine d'agents de sécurité sont arrivés en trombe et ont formé un cortège de la table de mon père jusqu'à la sortie. En raison du pays, ces gardes portaient des pistolets. Ils ont encadré mon père de chaque côté pour le protéger. Ensuite, le chef de la sécurité l'a conduit jusqu'à sa voiture, tandis que 2 berlines noires, des BMW, assuraient l'escorte pour le ramener chez lui. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus folle, mais l'entendre raconter par mon père m'a paru incroyable. Il a avoué qu'il avait eu très envie de faire un geste d'insolence envers les gros Russes, mais qu'il ne voulait surtout pas prendre le risque. J'ai 26 ans et je suis adopté. Je n'ai presque aucun lien avec ma famille biologique, à part un demi-frère avec qui j'ai repris contact l'an dernier. On s'entend bien, on se parle souvent en ligne, on est amis sur Facebook. Il y a environ 1 an et demi, j'ai travaillé 6 mois comme livreur de pizza. C'était un boulot temporaire, juste le temps de remettre un peu d'argent de côté. Parmi les autres livreurs, il y avait un homme d'une 50aine d'années. Retraité, il faisait ça pour passer le temps. On s'entendait bien, on discutait souvent pendant les pauses, et j'avais fini par l'apprécier. J'ai quitté le job après 6 mois, mais il y a quelques mois, je suis revenu. Il était toujours là, toujours aussi aimable. Il y a une semaine, mon demi-frère m'a identifié sur une publication Facebook. Le même jour, il a aussi tagué ce collègue. J'ai trouvé ça curieux, alors quelques jours plus tard, je lui ai demandé comment il connaissait mon frère. Au début, il y a eu une confusion, mon frère porte le même nom que son père, et il pensait que je parlais de lui. Après quelques minutes d'échange un peu confus, tout s'est éclairé. Le collègue, celui avec qui je parlais presque tous les jours au travail, était en réalité mon oncle par alliance. Enfin, ancien oncle, il avait été marié à la sœur de ma mère biologique pendant 20 ans, avant leur divorce il y a quelques années. Le plus fou, c'est qu'il se souvenait de moi bébé. Il m'avait déjà gardé quand j'étais tout petit, avant mon adoption. Il m'a montré des photos de mon frère et de ma mère biologique qu'il avait encore dans de vieilles boîtes. Il m'a dit qu'il allait chercher d'autres clichés, peut-être même des photos de moi quand j'étais nourrisson. Je n'ai jamais eu la moindre image de cette période, pas une seule photo avant mon adoption. Alors l'idée de pouvoir enfin voir mon visage d'enfant, de combler un petit bout de vide dans mon histoire, c'est bouleversant. Mes parents adoptifs étaient émus quand je leur ai raconté tout ça. Ils ont dit que si mon oncle retrouvait ces photos, ce serait un vrai trésor pour nous tous. Quand j'avais environ 10 ans, ma famille a quitté la ville pour s'installer dans une petite localité du nord de l'Australie, un endroit qui comptait à peine quelques centaines d'habitants. Nous avons commencé à aller à l'école et, au bout de quelques semaines, nous nous étions fait des amis parmi les autres enfants. Ils n'arrêtaient pas de nous parler d'un club du coin appelé les Nature Rangers. D'après eux, c'était une sorte de version locale des scouts, avec du camping, des randonnées et toutes sortes d'activités de plein air. Ils disaient aussi qu'ils se réunissaient le vendredi soir dans leur salle pour regarder des films, avec du pop-corn et des hot-dogs. Ma sœur cadette et moi avons supplié nos parents de nous laisser y aller, et le vendredi suivant, ils nous ont déposés devant la salle. Nous étions alignés pour entrer, les enfants riaient et plaisantaient entre eux. Mais dès que les portes se sont ouvertes et que nous avons commencé à entrer, l'ambiance a complètement changé. Tous les enfants se sont tus d'un coup. En levant les yeux, j'ai remarqué les pancartes accrochées au mur, « Les pécheurs doivent brûler, le diable vient pour vous, le Christ est votre seul sauveur ». Celle qui m'a le plus marqué représentait une immense fresque de l'Australie en flammes, à l'exception de notre petite ville du Nord, épargnée au milieu du brasier. Pour des enfants venant de la ville, c'était un véritable choc. La suite a été encore plus étrange, comme une scène tirée d'un film sur les fanatiques du sud des États-Unis. Nous avons chanté d'étranges chansons folkloriques, écouté des sermons enflammés parlant de damnation et de salut, et on nous a demandé de donner notre foi au Seigneur Jésus. L'une des chansons, que je me rappelle encore aujourd'hui, répétait sans cesse « Il est sous mes pieds, Satan est sous mes pieds », accompagnée d'une danse qu'on devait apprendre. Ma sœur et moi nous regardions avec la même pensée, quand est-ce que tout cela allait enfin se terminer ? Après tout ça,
On nous a fait sortir. Les garçons et les filles ont été séparés. Les filles devaient rester dans la salle, tandis que les garçons étaient envoyés avec un vieil homme à l'air inquiétant que tout le monde appelait « Frère Joseph ». Il demandait aux garçons de monter dans sa camionnette blanche pour aller faire un tour. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait partir. J'ai quitté la file discrètement, retrouvé ma sœur et lui et dit qu'on s'en allait. Il faisait déjà nuit. Nous avons traversé la ville en silence, longeant les jardins et nous cachant chaque fois que nous voyions des phares de voiture. Notre maison se trouvait de l'autre côté de la ville, alors nous avons avancé lentement, en restant tapis dans l'obscurité. Quand nous avons aperçu notre rue, à environ 500 mètres, je lui ai dit de courir. Nous avons sprinté jusqu'à la maison, avons franchi la porte en panique et raconté toute l'histoire à nos parents. Ils disent encore aujourd'hui qu'ils ne nous avaient jamais vus aussi terrifiés. C'est devenu une histoire dont on rit maintenant, mais sur le moment, c'était vraiment sinistre. Nous avons continué à vivre dans cette ville pendant encore 3 mois, et plus jamais aucun enfant ne nous a reparlé des Nature Rangers. Une fois, j'ai volé ma propre voiture. À l'époque, je restaurais des voitures anciennes. J'avais confié l'un de mes modèles les plus précieux à un carrossier avec qui j'avais déjà travaillé plusieurs fois. Il faisait du bon boulot, mais il avait commencé à avoir des problèmes. Au début, je pensais qu'il était simplement débordé, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il s'était mis à consommer de la drogue. Je passais régulièrement à l'atelier pour voir l'avancement des travaux. Chaque semaine, il me promettait que ce serait bientôt fini. Les mois passaient, et rien ne changeait. Au bout d'1 an, il m'annonce qu'il a terminé 90% de la peinture, mais qu'il veut plus d'argent que ce qu'on avait convenu. C'est là que j'ai commencé à me méfier sérieusement. Un vendredi après-midi, sans prévenir, je décide d'aller vérifier. Quand j'arrive, ma voiture est dehors, garée sur le trottoir devant l'atelier. Pas de trace du carrossier. Le portail est fermé, les lumières éteintes. Je fais le tour, et le voisin sort de chez lui. Il me dit que la voiture est là depuis 3 jours, que plusieurs types sont déjà venus tourner autour pour voir s'ils pouvaient la voler. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Cette voiture valait une fortune, et c'était la mienne. Alors j'ai pris mon téléphone, appelé un dépanneur, et fait remorquer la voiture directement jusque dans mon garage. Pendant que le camion roulait, je regardais par la vitre arrière, la voiture solidement arrimée, et je me disais que c'était la seule chose sensée à faire. Sur le chemin du retour, mon téléphone a commencé à vibrer. Le carrossier appelait, encore et encore. Il croyait que quelqu'un avait volé la voiture. J'ai laissé son nom s'afficher, sans décrocher. Les appels ont continué pendant des semaines, puis des mois. Je n'ai jamais répondu. J'étais étudiant d'échange en Pologne il y a quelques années. J'avais tout juste 18 ans et presque aucune expérience avec l'alcool. Lors de la 3e semaine d'école, une soirée dansante était organisée et j'avais décidé d'y aller. Ce n'était absolument pas comme les bals de lycée que nous avons aux États-Unis. D'abord, la fête avait lieu dans un club du centre-ville, ce qui m'avait paru étrange, mais j'y étais allé quand même. Ensuite, il y avait un bar. Nous étions tous dans la dernière année du lycée et, comme nous avions 18 ans, nous pouvions boire légalement. Je n'étais pas du tout prêt à ça. Pour couronner le tout, j'avais commencé à fumer la semaine précédente. Mon lycée avait un kiosque à fumeurs et environ un tiers de ma classe fumait. J'avais commencé uniquement pour me faire des amis. Tout cela formait la combinaison parfaite pour que je finisse complètement ivre. Après un premier trou noir, je me suis retrouvé dehors, en train de fumer, puis à marcher avec mes amis vers un magasin d'alcool ouvert 24 heures sur 24. Je suis rentré, manifestement ivre, et j'ai acheté une bouteille de vodka de taille moyenne. La caissière hésitait à me la vendre, mais en apprenant que j'étais américain, elle avait fini par me la donner sans trop se soucier du reste. Environ 2 heures plus tard, après un autre trou noir, la police est arrivée. Les agents criaient sur le président de ma classe parce qu'il marchait sur la route. Pour une raison que j'ignore encore, j'ai décidé d'intervenir,
alors que je parlais à peine polonais et que j'étais complètement ivre. Je m'étais approché d'un policier et j'avais tenté, dans un polonais désastreux, de lui dire de laisser mon camarade tranquille. À la place, je n'avais réussi qu'à prononcer un mot avant de vomir sur ses bottes. J'étais persuadé que c'en était fini pour moi, que j'allais être arrêté et expulsé du pays. Le policier m'avait observé, avait remarqué ma nationalité et m'avait demandé si j'étais américain. J'avais acquiescé, terrifié. Il m'avait alors dévisagé, regardé la bouteille de mauvaise vodka que je tenais à la main, puis m'avait ordonné de le suivre. Il m'avait fait monter à l'arrière de sa voiture de police et avait pris la route. Mon cœur battait à tout rompre. 3 semaines après le début de ce qui devait être l'année la plus incroyable de ma vie, je pensais que tout était déjà terminé. Pourtant, il s'était arrêté 2 rues plus loin, juste devant le même magasin d'alcool. Il était entré, avait acheté une petite bouteille de Zubrowka et me l'avait tendue, en m'expliquant que c'était une bonne vodka, peu chère, et qu'il me souhaitait la bienvenue en Pologne. Ensuite, il m'avait raccompagné vers mes amis. Avant que je descende de la voiture, il avait allumé les gyrophares et la sirène, riant en voyant plusieurs élèves s'enfuir en panique. Puis il m'avait laissé partir en me conseillant de faire attention. 20 minutes plus tard, j'avais de nouveau perdu connaissance. Je m'étais réveillé le lendemain matin sur le sol de la cuisine de ma famille d'accueil, avec une gueule de bois monstrueuse. Ma mère d'accueil m'avait préparé un café et m'avait lancé, amusé, que j'avais visiblement passé une sacrée soirée. Ce fut sans doute la nuit la plus folle de ma vie. Il y a 3 ou 4 ans, je vivais depuis un moment dans une grande ville européenne, un peu plus de 2 millions d'habitants. Un soir, je suis sorti avec une fille, et on est allé boire un verre dans un pub du centre. Comme toutes les tables étaient prises, on s'est installé au bar. À côté de moi, il y avait un homme d'une 50aine d'années, cheveux blancs, un cigare entre les doigts. Son allure m'a immédiatement troublé, il me faisait penser à mon oncle. Ce n'était pas une ressemblance évidente, juste quelque chose dans sa façon de bouger, une expression du visage, un geste des mains. Mon oncle vit aux États-Unis depuis plus de 25 ans, et cet homme ne lui ressemblait pas vraiment, mais il avait un air, une présence familière. La fille avec moi s'est levée pour aller aux toilettes, et là, incapable de résister à la curiosité, je me tourne vers lui et lui dis qu'il me rappelle mon oncle. Il rit, amusé, et me lance, et il s'appelle comment, ton oncle? Je lui dis son prénom et j'ajoute, un peu pour meubler, qu'il vit aux États-Unis et travaille dans un certain domaine. Là, le sourire du type s'efface. Il me fixe, bouche entrouverte, puis commence à citer le nom de ma famille, un par un. Mon cœur s'arrête une seconde. Je lui demande comment il connaît tout ça. Et il m'explique, stupéfait lui aussi, il avait été le colocataire de mon oncle, 30 ans plus tôt, pendant quelques mois, avant que leurs chemins se séparent. On est resté à parler un long moment, à échanger des souvenirs croisés, des coïncidences, des anecdotes qu'il me racontait sur mon oncle jeune, que je n'avais jamais entendu. Quand la fille est revenue, j'étais encore sous le choc, à moitié en train de rire, à moitié incapable d'y croire. C'est sans doute l'une des rencontres les plus étranges et improbables que j'ai vécues dans un bar. Quand j'étais au lycée et pendant les quelques années qui ont suivi, ma principale source de revenus, c'était la vente d'herbe. Un jour, j'étais tranquillement à la maison avec ma copine. On est descendu au Circle K, à quelques maisons de là, pour acheter des bières. Le caissier, que je connaissais plutôt bien à force, me demande s'il sait où il pourrait trouver un petit sachet de bœuf. Je lui dis pas de problème, que je reviendrai bientôt. Je rentre chez moi, j'oublie complètement. 1 ou 2 heures plus tard, je me dis oh merde, je pèse la cam et je retourne le voir. Il m'avait déjà donné l'argent, détail très important pour la suite, alors j'attends qu'il n'ait plus de clients. Il sort, on va derrière la glacière, on discute un peu, on fume, et je lui tends le sachet. Personne autour. Le parking vide, sauf une vieille Volvo cabossée garée face au disquaire d'accent grave côté. Si j'avais fait un peu plus attention, j'aurais peut-être remarqué que cette Volvo avait les vitres totalement teintées,
ce qui est étrange pour une bagnole dans cet état. Deux types sortent soudain de la voiture. Un grand maigre tout en jean, et un autre qui ressemblait à Dog the Bounty Hunter, avec un pull beige. Ils s'approchent et nous demandent comment ça va. Je regarde le caissier, il me regarde, on se demande tous les deux si l'autre les connaît. Et là, d'un coup, ils sortent leur badge, crient « Police ». Vous êtes en état d'arrestation, et nous plaquent les menottes avant de nous séparer et nous fouiller. Le type au pull beige fouille mes textos, trouve 2-3 messages suspects, quelques billets froissés, et commence à essayer de me faire avouer que j'ai fait pas mal d'affaires aujourd'hui et tout le blabla habituel. Puis ils me surprennent, ils décident de me raccompagner, moi et ma copine, jusqu'à ma maison, disant qu'ils m'ont vu aller et venir souvent et qu'ils veulent juste s'assurer que je n'ai pas une livre d'héroïne planquée là-dedans. Ils promettent de ne me coller qu'un simple délit s'ils ne trouvent rien. Sinon, ce serait prison et casier pour crime. On se retrouve donc sur mon porche, et je répète encore et encore que je ne les laisserai pas rentrer, qu'ils peuvent appeler mon avocat. À un moment, mon coloc sort de la maison, dit bonjour, monte dans sa voiture et part. Dog me regarde et me sort que si je ne le laisse pas rentrer, il va garer plusieurs voitures de flics sur ma pelouse, faire sortir tout le monde, attendre un mandat, et accuser chaque personne de la maison pour tout ce qu'ils trouveront, peu importe où. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas légal. À ce moment-là, j'étais juste mort de peur. Mon coloc était un mec hyper carré, bosseur, qui ne buvait ni ne fumait jamais. J'étais terrifié à l'idée qu'il perde son boulot à cause de moi. Et bien sûr, j'avais un problème, j'avais récemment acheté un quart de livre de champignons à un super prix. Comme il n'y en avait plus dans toute la région, j'avais déjà trouvé des acheteurs avant même de les recevoir. Et là, à 30 pas de nous, sur la table basse de ma chambre, reposaient tous ces champis soigneusement pesés, en sachets d'un 1/8 et d'une once, sans parler de l'herbe que j'avais aussi. Autant dire que ça n'annonçait rien de bon. Alors j'ai proposé un compromis, je les laisse fouiller uniquement ma chambre, et on en finit là. Je savais qu'une fois la porte franchie, ils pourraient faire ce qu'ils veulent, mais je n'avais plus vraiment le choix. Dog accepte. Le type en jean reste dehors avec ma copine, qui me regarde avec des yeux paniqués genre, mais t'es complètement fou. Pendant ce temps, le chasseur de prime version pull beige entre avec moi. Je le guide à l'étage, et je passe devant ma chambre pour l'emmener dans celle de mon coloc, le mec clean. Dog fouille tout, il vide les tiroirs, retourne le matelas, fouille chaque recoin. Pendant ce temps, j'éteins discrètement l'écran de l'ordinateur qui affichait en fond d'écran une photo de mon coloc et de sa copine. Rien. Il ne trouve absolument rien. Il respecte notre accord, on redescend ensemble, et je sors avec un grand sourire. Ma copine, persuadée que j'allais finir en prison pour 10 ans, est livide. Moi, je souris comme un idiot. Le type m'a quand même collé un chef d'accusation pour crime. Puis ils sont partis. Pour faire court, j'ai payé cher un très bon avocat, pote du procureur. Comme aucune transaction d'argent n'avait été vue, le chef d'accusation a été réduit à « livraison de marijuana ». Le procureur a recommandé la peine minimale. Résultat, une amende de $121, 80 heures de travail d'intérêt général dans une salle de concert locale, où j'ai pu voir plein de concerts gratuitement. Et j'ai pris ma retraite de la vente ce jour-là. Mon frère et moi sommes des faux jumeaux. Notre belle-mère est décédée d'un cancer du sein quand nous avions 15 ans. Elle avait été présente dans notre vie depuis que nous étions tout petits, à peine 5 ans, et elle comptait pour nous autant qu'une vraie mère. Sa disparition avait laissé un grand vide. Les années ont passé. À la fac, nous étions dans 2 États différents, moi dans le nord de l'État de New York, lui en Floride. Un soir, en plein milieu du semestre, j'ai fait un rêve d'une clarté presque terrifiante. J'étais dans une maison inconnue, baignée d'une lumière chaude, et elle était là. Ma belle-mère. Elle me regardait avec douceur, comme si le temps n'avait plus de prise. Dans le rêve, je savais qu'elle n'était plus de ce monde, et pourtant, elle m'a serré dans ses bras, m'a dit que j'étais devenu un bel homme et qu'elle m'aimait. Je me suis réveillé en sursaut, le visage trempé de larmes, la peau collée de sueur.
C'était si réel que j'ai mis un moment à comprendre que j'étais dans ma chambre d'étudiant. J'ai essayé de reprendre le cours de la journée, sans en parler à personne. L'après-midi, en rentrant de cours, mon téléphone a sonné. C'était mon frère. Sa voix tremblait un peu. Je sais que ça va te paraître bizarre, mais j'ai fait un rêve très vif sur Maggie cette nuit. Je me suis arrêté net sur le trottoir. Il s'est mis à décrire ce qu'il avait vu, et c'était le même rêve. La même maison, la même étreinte, les mêmes mots. On est resté silencieux un long moment au bout du fil. Aucun de nous ne savait quoi dire. On n'avait jamais eu ce genre de connexion de jumeaux dont on entend parler, mais ce jour-là, c'était comme si quelque chose nous liait au-delà de la distance. Je n'ai jamais vraiment su ce que cela signifiait. Peut-être un simple hasard. Peut-être autre chose. Mais c'est une histoire que je n'ai jamais oubliée, et que je garde comme un signe, discret mais précieux, que Maggie n'est jamais vraiment partie. Il y avait un garçon que je connaissais à l'école primaire. On pourrait dire que c'était un ami, même si, honnêtement, il était un peu cinglé. Et selon à qui tu aurais posé la question, certains professeurs t'auraient probablement dit qu'il me harcelait. On se retrouvait souvent dans des situations improbables enfin, surtout lui, mais j'ai passé un nombre incalculable d'heures dans le bureau du directeur à devoir expliquer les folies qu'on avait faites ensemble. D'un côté, il avait une imagination incroyable. Pendant la pause déjeuner, il courait dans la cour en se prenant pour un soldat en pleine bataille de la Seconde Guerre mondiale contre les Allemands, criant des ordres et mimant des fusillades épiques. Il se mettait tellement dans son rôle que c'en était contagieux. Je finissais toujours par le suivre dans son délire. Il me criait dessus, bouge, grenade, à terre soldat, puis se jetait soudainement au sol pour ramper à travers les buissons, l'air complètement concentré. Il avait aussi un talent fou pour construire des petites bases dans le bois, des cabanes faites de branches, de feuilles mortes et de tout ce qu'il trouvait. J'essayais d'en faire aussi, mais les siennes étaient toujours 1000 fois mieux. Avec lui, chaque jour était une aventure. Quand il se passionnait pour quelque chose, il s'y plongeait à fond, et c'était impossible de ne pas se laisser entraîner. Mais de l'autre côté, il portait des bottes à embout d'acier à l'école et passait son temps à me rappeler qu'il en portait, avant de me donner un coup dans le tibia pour me le prouver. Je suis rentré chez moi plus d'une fois avec des bleus sur les jambes. Un jour, il a sorti un cutter devant moi, dans la cour de l'école. Il lui arrivait aussi d'avoir des accès de colère complètement imprévisibles, il me plaquait contre un mur, le visage rouge de rage, prêt à frapper, sans aucune raison apparente. Malgré ses sautes d'humeur violentes, c'était souvent un gamin marrant. On se voyait après l'école, et je crois que sa mère était contente qu'il ait enfin un ami, parce que son comportement avait tendance à faire fuir les autres enfants. Jouer à la guerre avec lui pendant la récré, construire des trucs dans le bois, c'était toujours génial. Il mettait tellement d'énergie dans tout ce qu'il faisait que c'était impossible de ne pas s'amuser avec lui. Je me retrouvais souvent chez le directeur pour régler des conflits entre nous. Il me demandait régulièrement pourquoi je continuais à être ami avec ce garçon. Avec le recul, je crois que cette amitié m'a donné un petit aperçu de la manière dont certaines relations abusives peuvent se former, comment on peut se sentir piégé, revenir encore et encore malgré ce que la raison dicte. Il a déménagé dans un autre état après le CM2 et je ne l'ai plus jamais revu. Un mois plus tard, il m'a envoyé une lettre. Il l'avait écrite pendant la journée sportive de sa nouvelle école. Il me disait qu'il s'ennuyait de moi, qu'il passait un super moment, et qu'il venait de finir 3e au 100 mètres, avant d'ajouter qu'il était, actuellement 2e au 200 mètres. Je n'ai jamais compris comment c'était possible. Je lui ai répondu, mais je n'ai jamais eu de nouvelles après ça. Ma petite sœur a 18 ans. Aujourd'hui, elle m'a annoncé qu'elle abandonnait l'école, sa dernière année, et qu'elle partait s'installer en Angleterre avec son petit ami. Un garçon qui, honnêtement, ne saurait même pas faire bouillir de l'eau. Elle souffre depuis des années. Une tentative de suicide a laissé des séquelles, et depuis, elle se bat contre la dépression. Quand elle m'a parlé de son projet, j'ai essayé de garder mon calme, de comprendre. Puis j'ai tenté de la raisonner.
Je lui ai expliqué qu'elle n'était pas prête, ni mentalement ni financièrement. Qu'elle allait se retrouver seule, dans un pays qu'elle ne connaît pas, sans réseau, sans sécurité. Elle m'a simplement répondu qu'elle avait pris sa décision, et qu'elle acceptait de vivre dans la pauvreté si c'était le prix de sa liberté. Je vis en Finlande, comme elle. Ici, elle pourrait bénéficier d'une aide complète, suivi psychologique, soins, soutien financier. Elle a accès à tout un système pensé pour l'aider à se reconstruire. Mais elle rejette tout ça, persuadée que partir là-bas changera quelque chose, que la distance guérira ce que les médecins n'ont pas réussi à apaiser. Je la regarde et je vois une enfant qui cherche désespérément à se sauver, mais qui ne sait pas encore de quoi elle veut s'échapper. Elle parle de l'Angleterre comme d'un refuge, alors que j'y vois plutôt un gouffre. Je voudrais la retenir, lui faire comprendre que fuir n'est pas toujours la solution. Mais elle me regarde avec une détermination étrange, une fatigue dans les yeux que je n'avais jamais vue. C'était l'été entre ma 3e et ma dernière année à la fac. Un jour, je vais chercher un pote chez les parents d'un autre gars. Il se trouve que le type qui nous fournissait de l'herbe était là aussi et tout le monde était complètement défoncé. Les parents étaient introuvables, mais la maison sentait la weed à plein nez. J'avais un stage avec dépistage de drogue, donc, malgré l'envie, je ne pouvais pas fumer. Étant la seule personne sobre, j'essayais de convaincre mon ami de partir avec moi pour éviter les ennuis. Alors qu'on s'apprêtait à partir, le chien des autres se met à aboyer comme un fou près des toilettes du hall d'entrée. Le dealer va voir et nous dit qu'il y a en fait un opossum dans la salle de bain. On n'y croit pas au début, mais quand chacun va jeter un œil, il y a bien un foutu opossum dans les toilettes. Le dealer a l'idée d'utiliser un balai pour pousser l'opossum dans la niche du chien. Ils y parviennent. Puis se pose la question inévitable, et maintenant? La réponse évidente? Il décide de faire fumer l'opossum dans le hall en le mettant dans une cage et en hotboxant l'endroit. J'ai récupéré mon ami peu après et on est parti. Moins d'un quart d'heure plus tard, les parents rentrent et trouvent un opossum en cage, complètement fumé, dans leur hall, entouré d'une bande de jeunes de 18 à 20 ans eux aussi défoncés, et du fils complètement stone. Ils n'ont jamais cru que l'opossum était entré tout seul, probablement par la chatière. Mon ami et moi, on s'en est sortis net comme des sous-neufs. Ce n'est pas une histoire spectaculaire, mais elle m'est restée en tête. J'étais ado à l'époque. Un soir, mon pote et moi roulions tranquillement quand la police nous a arrêtés, soi-disant parce qu'on avait à peine ralenti à un stop. Dans notre ville, les flics avaient la manie de s'en prendre aux jeunes qui conduisaient tard. On avait l'impression qu'ils prenaient plaisir à nous émerder. Ce soir-là, on était défoncés. Pas ivres, mais bien planants, alors quand les gyrophares se sont allumés derrière nous, on s'est juste regardé en silence en pensant « Merde, on est foutu ». Le policier s'approche, lampe torche à la main, et commence les questions classiques. Puis, sans prévenir, il me demande mon téléphone. À l'époque, je ne connaissais rien à mes droits, alors je le lui tends, stressé. Il avait sûrement remarqué que j'essayais d'effacer des messages avant qu'il arrive, des échanges un peu louches avec un type qui me vendait de la bœuf. Le flic se met à faire défiler mes textos, tranquille, sous nos yeux. Aujourd'hui, je me dirais, jamais de la vie. Mais sur le moment, j'étais pétrifié. Et puis il tombe sur une conversation avec un autre ami. J'y demandais le pseudo de son nouveau compte sur Dota. Il avait choisi un nom débile, Sobecouche. Le policier relève la tête, me fixe et dit calmement. « Alors, comment il est, ton Sobecouche, ce soir ?» Je l'ai regardé, figé, incapable de savoir s'il plaisantait ou s'il allait me passer les menottes. Dans ma tête, tout tournait, est-ce que je lui parle du jeu? Est-ce qu'il va me croire? Est-ce que je vais finir au poste à cause d'un pseudo débile? Finalement, il a juste rendu le téléphone et nous a laissé repartir. Peut-être qu'il a réalisé qu'il n'avait pas le droit de fouiller sans raison. Ou peut-être qu'il s'est simplement dit qu'on n'en valait pas la peine. En rentrant, on n'a presque rien dit. On a juste ri nerveusement. C'était une autre époque,
celle où je ne savais pas encore qu'on pouvait dire non, même à un flic. C'est une longue histoire du début des années 1980 qui illustre la justice à la Kentucky. Ma famille vivait juste à l'extérieur de Cincinnati, du côté du Kentucky de la rivière Ohio. Le frère aîné de mon père habitait aussi là et avait 4 filles. L'une de ses filles, vers 18 ans, sortait avec un garçon un peu plus âgé qui l'a convaincu de partir vivre plus au sud avec lui. Mon oncle a donné son accord et sa fille est partie vers le sud avec son petit ami, dans un vallon du Kentucky où vivait la famille de ce dernier. Le temps passa et mon oncle n'avait plus de nouvelles de sa fille, il commença à s'inquiéter. Ma cousine appela mon oncle depuis une cabine téléphonique d'une épicerie, en pleurs, en disant qu'on la maltraitait, qu'elle était retenue contre son gré et qu'on la faisait travailler comme une esclave. Avant que mon oncle ait pu en apprendre davantage, la communication fut coupée. Il faut ici préciser que mon oncle était un chasseur passionné et un collectionneur d'armes. Il expliqua la situation à sa femme et à ses autres filles, remplit son Oldsmobile Delta 88 de ses fusils préférés et partit pour le vallon d'où venait le petit ami. Il allait dans un coin de Hillbilly Country, sans nom de rue, seulement des chemins de terre et des fermes familiales. Quand il trouva enfin la ferme, il faisait déjà nuit. La famille du petit ami était assise sur le perron à tirer des coups de fusil en l'air, probablement pour l'intimider. Mon oncle arrêta sa voiture à une 50aine de mètres de la maison et ouvrit le coffre. Il aligna méthodiquement ses carabines sur le capot, pointé vers la maison, s'équipant comme Arnold dans Commando sur la plage. Mon oncle était un homme très grand et connu pour son tempérament explosif. Sans se démonter, il cria aux gens du perron, « Si ma fille ne descend pas dans 5 minutes, je vais monter là-haut et tuer tout homme, femme et enfant que je vois. » Les frères du petit ami et ce dernier coururent à l'intérieur de la maison et, pas même une minute plus tard, ma cousine déboula en courant hors de la maison avec sa seule valise. Une autre fois, mon oncle conduisait sur un pont qui enjambe une petite rivière. Le pont était ancien et n'avait de la place que pour une seule voiture à la fois. Il se trouva nez à nez avec 3 locaux dans un pick-up qui klaxonnait et lui ordonnait de reculer. Mon oncle, fidèle à son entêtement, refusa et sortit de sa voiture pour montrer combien il était imposant en espérant leur faire changer d'avis. L'un des hommes lui lança, « Tu ne nous fais pas peur, nous sommes 3. » Et mon oncle, comme un fou furieux, hurla en retour, « Est-ce que vous 3 savez nager ?» Ce qui les fit finalement reculer et lui permettre de passer. Il y a des années, je faisais du stop au nord de Richmond en Virginie quand une voiture avec 2 types s'est arrêtée pour moi. On a commencé à discuter et j'ai appris qu'ils allaient chez un ami pour tirer. Ils m'ont demandé si je voulais venir. Je leur ai demandé si l'ami accepterait qu'un vagabond comme moi manipule ses armes. L'un d'eux a répondu, « Fais comme si tu étais mon cousin de Seattle. » Au lieu de rester assis sur l'autoroute sous une chaleur de 38 degrés, j'ai passé l'après-midi à manger des hamburgers, à tirer et à faire exploser des trucs avec des sacs de tannerite sur la propriété boisée d'un employé du département de la Défense. Le terrain était écarté, avec des traces de cibles anciennes et quelques carcasses de vieilles caisses en métal qui servaient de but. L'un des gars m'a montré comment régler la hausse d'un fusil et m'a laissé essayer un semi-automatique. Il m'a donné des conseils simples sur la sécurité, puis il a souri et m'a confié une vieille paire de lunettes de tir qu'il traînait dans son sac. À un moment, on a décidé de placer une charge de tannerite dans la carcasse d'une vieille machine agricole. On a reculé, on a compté, et l'explosion a déchiré le silence de la forêt. L'odeur de poudre a flotté quelques instants, puis tout est redevenu calme. Un garde forestier a fini par passer en camionnette. On l'a accueilli comme si c'était prévu et il a fait semblant de ne pas remarquer trop de dérangement. L'un des types m'a fait promettre de garder pour moi ce lieu secret. Il a dit qu'il venait ici depuis des années et que la discrétion était la règle. Avant de partir, le propriétaire, qui s'était montré étonnamment accueillant, m'a proposé un burger supplémentaire et m'a offert de l'eau fraîche. Les 2 gars ont insisté pour que je prenne un petit sac de provisions et une vieille casquette. Sur la route du retour, on a ri des petites folies de l'après-midi et on a partagé des histoires de voyage.
Je ne me souviens plus du nom du type qui m'a donné le coup de main ce jour-là, mais je me souviens de la générosité. Si tu lis ça un jour, mec, merci d'avoir transformé une journée brûlante d'autoroute en un souvenir improbable. Je voyageais au Honduras avec une fille que je fréquentais à l'époque. Nous étions avec sa sœur et quelques amis, et nous logions dans une auberge. Ce jour-là, c'était le 15 septembre, la fête nationale, donc il y avait plein d'animations dans la petite ville où nous étions. Nous avons passé la journée à profiter des festivités. Le soir, en rentrant vers l'auberge, on a commencé à se chauffer un peu. On s'est mis à s'embrasser sur la place du village. Impossible de retourner à l'auberge, nos amis y étaient, et on voulait un peu d'intimité. Il faisait très sombre, et la place avait des colonnes et des coins un peu isolés. Alors, on a décidé de le faire là, discrètement. On commence à s'envoyer en l'air entre deux colonnes. Elle est appuyée contre l'une d'elles, et on est un peu au sol. Au bout d'un moment, elle se met à trembler. Je la regarde, elle a une expression étrange et son corps secoué de spasmes. Je me dis, waouh, elle est en train d'avoir l'orgasme le plus intense de sa vie. Puis je sens moi aussi une drôle de sensation parcourir mes jambes. Et je me dis, waouh, moi aussi, c'est incroyable. Mais quelque chose cloche. Ce que je ressens est familier, mais pas de la bonne manière. Et d'un coup, je comprends. C'est de l'électricité. On est en train de se faire électrocuter. Je tire aussitôt sur elle pour qu'on s'écarte. Je regarde la colonne contre laquelle elle était appuyée, des fils électriques dénudés en sortaient. Elle s'est mise à pleurer et à paniquer, persuadée qu'elle allait mourir et incapable de bouger. Heureusement, on s'en est sortis tous les deux, mais cette nuit-là, on a vraiment failli y passer en plein milieu d'un élan de passion. Je ne sais pas si c'est une histoire très palpitante, mais il y a quelques années, quand j'étais à la fac, je passais mes journées entières sur le campus. J'arrivais tôt le matin et je repartais souvent vers minuit, faute d'avoir un ordinateur chez moi. Pour aller et revenir, il me fallait 2 trains et 2 bus à chaque trajet. Autant dire que je connaissais par cœur chaque arrêt, chaque distributeur en panne et même les agents de nettoyage de certaines stations. Une nuit, dans le dernier train qui me ramenait, il y avait un homme asiatique qui se comportait d'une manière un peu étrange. Rien de dangereux, juste quelque chose de légèrement décalé. Il restait debout sans rien dire, fixant parfois son reflet dans la vitre. Quand le train a ralenti à l'approche du terminus, il s'est levé, s'est mis au centre de la rame, et au moment du freinage, il est tombé de tout son long, la tête la première, sans un mot. Il est resté étendu quelques secondes, immobile, comme s'il réfléchissait à ce qu'il venait de faire. Puis, au moment où les portes se sont ouvertes, il s'est relevé tranquillement, a épousseté sa veste et a quitté le train avec une allure parfaitement normale. Je l'ai revu plusieurs fois ensuite, à des jours différents, toujours sur le même trajet, et toujours avec la même chute théâtrale. 5 fois, peut-être plus. Au bout d'un moment, c'était devenu une sorte de rituel pour moi. Je guettais sa présence dans la rame, impatient de voir la réaction des nouveaux passagers. Les visages surpris, les mains levées pour l'aider, puis leur confusion quand il repartait comme si de rien n'était, tout cela rendait mes trajets nocturnes un peu moins monotones. Le métro la nuit avait son lot d'épisodes étranges. Des gens qui chantaient tout seuls, d'autres qui parlaient à des inconnus invisibles, et parfois, de simples âmes fatiguées dormant contre la vitre. C'était une ambiance à part, entre le silence, la lumière blafarde et le cliquetis régulier des rails. Il y a environ 19 ans, j'avais 3 ans. Ce jour-là, mes parents et moi sommes rentrés à la maison pour découvrir que notre chat, Nub, avait disparu. On a retourné l'appartement entier. On a ouvert chaque placard, vérifié sous les lits, dans les tiroirs, même à l'intérieur du lave-linge. Rien. Pas une trace du chat. Ma mère, désespérée, a fini par faire des affiches « chat perdu », même si toutes les portes et fenêtres étaient fermées à clé. Les jours ont passé, puis les semaines, puis les mois. À un moment, elle a dû se rendre à l'évidence.
Nub était parti, sans explication. C'était comme s'il s'était évaporé. Et puis, l'année dernière, au détour d'une conversation de famille, ma grand-mère a laissé échapper quelque chose d'étrange. Elle a dit, d'un ton anodin, « J'ai toujours eu du mal à oublier que j'ai perdu Nub. » Silence total autour de la table. Ma mère l'a regardé, interloquée. Ma grand-mère a alors raconté ce qu'elle n'avait jamais osé dire depuis tout ce temps. Pendant que mes parents et moi étions sortis faire des courses, elle avait décidé d'aller au centre commercial d'en face. Pour transporter ses sacs, elle avait pris ma poussette. Ce qu'elle ignorait, c'est que Nub dormait tranquillement dans le compartiment en toile sous le siège. En plein milieu du centre commercial, le chat s'est réveillé, a sauté hors de la poussette et a filé entre les jambes des passants. Ma grand-mère, paniquée, n'a rien dit à personne. Trop nerveuse pour demander de l'aide, elle a quitté le magasin, traversé la rue, et est rentrée chez nous sans un mot. Une demi-heure plus tard, nous sommes rentrés à notre tour. Elle nous a aidés à chercher le chat, sans jamais avouer la vérité. Quand j'y repense, c'est à la fois tragique et absurde. Ma mère a passé des mois à pleurer ce chat, à espérer qu'il revienne, pendant que ma grand-mère portait en silence cette histoire ridicule et un peu honteuse. Nub a disparu au milieu d'un centre commercial bondé, sans que personne ne comprenne jamais comment. Et pendant près de 20 ans, on a vécu avec ce mystère, persuadé qu'il s'était volatilisé. Ce n'est que bien plus tard qu'on a compris que notre chat n'avait pas disparu par magie. Il avait simplement sauté d'une poussette au mauvais endroit, au mauvais moment. Et cette vérité, aussi banale qu'invraisemblable, a enfin bouclé une histoire qui planait sur notre famille depuis presque 2 décennies. Je travaille comme infirmière dans une prison. Il arrive souvent que des détenus s'insèrent des billes, généralement taillées dans des dominos, sous la peau de leur pénis. On appelle ça le bidding, et c'est très courant. Presque chaque unité a son docteur du sexe, un autre détenu particulièrement habile pour ouvrir des sexes et y glisser des billes. Certains, cependant, décident de le faire eux-mêmes. Un jour, un détenu est venu à l'infirmerie en disant qu'il s'était coupé en se rasant, bien sûr, personne n'y a cru. Il tenait une serviette dans son pantalon, appuyée contre son entrejambe, et tout était trempé de sang, ses sous-vêtements, la serviette, son pantalon, tout. Je l'ai emmené dans une salle d'examen et lui ai demandé d'enlever ses vêtements. Là, il me dit calmement, c'est presque guéri, je l'ai recousu moi-même avec mon kit de couture. J'étais sous le choc. Oui, il avait vraiment recousu son sexe avec un simple kit de couture du commissariat. En plus, il s'était attaché une ficelle autour du pénis pour faire un garrot improvisé. Je lui dis, tu devrais peut-être retirer cette ficelle avant que ton sexe ne perde la circulation et ne tombe. On a donc enlevé le garrot, puis j'ai retiré ses points de suture mal faits. À peine eus-je fini qu'il s'est remis à saigner à gros jets, comme un volcan en éruption. Je n'avais jamais vu autant de sang venir d'un être humain. On a dû cautériser la plaie avec du nitrate d'argent pour stopper le saignement. C'était impressionnant. Quand j'avais 22 ans, je faisais un stage au service marketing de Buffalo Wild Wings. À cette période, je courais beaucoup. Chaque fois que je partais courir, j'envoyais un message à ma copine pour lui dire que je partais, juste pour que quelqu'un sache où j'étais. Un jour, en plein footing, elle m'envoie un message pour me demander une photo spéciale quand je rentrerai. J'accepte. Peu après, ma chef, une femme, m'écrit pour vérifier si j'ai bien envoyé certains documents, ce que j'avais fait. Je rentre chez moi et, honnêtement, je n'ai aucune envie de prendre cette fichue photo. Je veux juste me doucher. Mais bon, je me mets complètement nu, je prends un selfie dans le miroir de la salle de bain, du visage jusqu'aux genoux, et je l'envoie avec un emoji bisou. 1 heure plus tard, ma copine m'écrit « Tu as oublié ma photo spéciale, émoticône, tristesse ». Et là, je me dis « Mais non, qu'est-ce qu'elle raconte, je l'ai envoyée ». Je vérifie mes messages et « Oh non, 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 l'horreur absolue ». J'avais envoyé la photo nue à ma chef.
Mon cœur est tombé directement en enfer. J'ai tenté de rattraper le coup en expliquant que ce n'était pas pour elle et que j'étais désolé. J'ai même envoyé une capture d'écran de ma conversation avec ma copine pour prouver que c'était une erreur. Aucune réponse. Le lendemain, en arrivant au bureau, on m'a convoqué aux ressources humaines. J'ai été licencié. C'était terrible. J'adorais ce stage. Mais bon, au moins, ça fait une sacrée histoire à raconter. C'était à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Mon grand-père avait eu une aventure pendant des vacances avec une femme originaire des Kiribati. De cette relation est née une enfant, ma tante. Plusieurs années plus tard, ma famille a décidé d'aller lui rendre visite là-bas. Pour situer, les Kiribati se trouvent sur l'équateur. Pour y aller, nous avons dû prendre un petit avion à hélice de 50 places, avec un seul toilette à l'avant. J'étais encore enfant à l'époque, et comme j'avais beaucoup d'allergies alimentaires, j'ai mangé quelque chose qui ne m'a pas du tout réussi. Une légère intoxication alimentaire, disons. Une demi-heure après le décollage, mon ventre a commencé à me lancer cet avertissement que tout le monde redoute, celui qui dit que rien ne pourra arrêter ce qui arrive. J'ai bondi de mon siège pour aller aux toilettes, mais à mi-chemin dans l'allée, c'était déjà trop tard. J'ai voulu me soulager d'un simple paix, sauf que ce n'en était pas un. C'était le début d'une véritable diarrhée explosive. Quand je suis enfin arrivé dans les toilettes et que j'ai verrouillé la porte, mes sous-vêtements étaient trempés, et ça continuait de couler sans que je puisse rien y faire. Comme j'étais un enfant bien élevé, je ne voulais pas boucher les toilettes, alors j'ai jeté mes sous-vêtements à la poubelle et continué dans la cuvette. Sauf que, la quantité que j'ai produite, ajoutée à tout le papier que j'ai dû utiliser, a fini par bloquer les toilettes malgré tout. Et l'odeur était épouvantable. Je suis resté là-dedans un bon quart d'heure. Pendant ce temps, toute la cabine s'est remplie d'une puanteur insupportable. J'ai fait de mon mieux pour nettoyer, mais le toilette était inutilisable et commençait à déborder. Je suis retourné à ma place lentement, sous le regard horrifié de tous les passagers. Pour expliquer un peu, à l'époque, les avions avaient un système avec un peu d'eau et des produits chimiques. Quand l'ouverture est bloquée, il n'y a plus d'aspiration possible. Donc plus on actionne la chasse, plus de liquide est ajouté, sans nulle part où aller. Résultat, ça finit par déborder. J'ai dû tout avouer à mon père, qui a prévenu les agents de bord. Ils ont essayé de gérer le désastre, mais l'eau sale commençait déjà à s'échapper sur le sol. C'était un cauchemar. En arrivant à Kiribati, l'avion a dû être immobilisé pour un grand nettoyage et une désinfection complète, car la chaleur extérieure a fait ressortir l'odeur. Le vol suivant a été retardé à cause de moi. Je m'en suis souvenu récemment, car mon père a reparlé de cette histoire. Il croyait encore que c'était mes sous-vêtements qui avaient bouché les toilettes. J'ai dû lui expliquer que non, c'était uniquement du papier et le reste. Je n'avais pas de voiture quand j'étais à l'université, ce qui rendait les sorties avec mes amis un peu compliquées. Je rentrais souvent à pied, à moitié ivre, au milieu de la nuit ou à l'aube, en attendant le premier train. Un soir, j'étais chez des amis, et la seule façon de rentrer chez moi à cette heure-là, il devait être entre 1 et 2 heures du matin, était de prendre un train qui suivait une voie perdue au milieu de la campagne. Mon arrêt se trouvait près d'un petit bois et d'un château. Un vrai château médiéval du XIIIe siècle. Je connaissais bien le chemin, j'y jouais souvent enfant. Il fallait traverser des champs, passer devant les écuries, longer un bois qui descendait en pente, contourner la forêt autour du château, suivre un petit chemin entre 2 champs, passer devant une vieille maison de garde abandonnée, digne d'un film d'horreur, puis rejoindre un pont sous lequel il fallait passer pour retourner à la civilisation. Il n'y avait aucun éclairage. J'étais encore un peu pompette et j'ai envisagé d'attendre le prochain bus, mais il ne passait pas avant plusieurs heures. Il faisait doux, c'était l'été, et je me suis dit, allez, je connais le chemin par cœur, facile. Alors je me suis mis en route. Tout allait bien jusqu'à la descente. Dès que le terrain s'est affaissé, la lumière a disparu.
À ma gauche, le bois, noir comme du goudron. À ma droite, la colline et les buissons bloquaient complètement la lune. Je ne voyais même pas mes propres pieds. J'avançais à tâtons, un vrai imbécile, à deux doigts de me tordre la cheville sur la première racine venue. J'ai mis une éternité à atteindre la fin de la pente. Tu peux imaginer la sensation d'être seul, dans le noir complet, en pleine forêt. Chaque bruit faisait battre mon cœur à toute allure, persuadé qu'un tueur allait surgir d'un instant à l'autre. La seule chose qui m'a empêché de paniquer complètement, c'est le souvenir d'un de mes profs. Il disait toujours que la forêt était sans doute l'endroit le plus sûr la nuit, parce que quel genre d'assassin idiot irait attendre une victime au milieu de nulle part? On avait bien plus de risques de se faire agresser dans une ruelle sombre du centre-ville. J'ai essayé de me raisonner. Finalement, la lune a refait surface et j'ai pu distinguer un peu mieux le chemin. Je venais juste de passer devant la maison abandonnée, tout fier d'avoir tenu bon, quand, sans exagérer, quelqu'un a bondi des bois sur ma droite pour atterrir juste devant moi. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Un jogger en tenue complète. En pleine nuit dans les bois, sans lampe. Il a continué sa course devant moi, comme s'il voyait parfaitement dans le noir. Je suis rentré chez moi vivant, j'ai juré de ne plus jamais faire une chose pareille, et j'ai refait exactement la même une semaine plus tard, sans le jogger, heureusement. Parfois, je me demande encore comment j'ai fait pour survivre jusqu'à mes 30 ans. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.